Président, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Je le François aux Antilles, à Paris, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, sur le 1360. Merci d'être avec nous en tout cas. Vous êtes à la fois ce soir tendu et soulagé. Je dirais plus tendu parce que cela fait quand même quelques jours que vous êtes à Paris. Vous avez laissé la Guyane il y a quelques temps dans une atmosphère, disons-le, très particulière. D'abord sur le plan sanitaire, plus de 7000 cas de Covid-19. Et sur le plan social, sans compter les préoccupations économiques, nous y reviendrons. Monsieur le Président, vous revenez d'une séance de travail, pas courte, longue, très longue, avec le ministre de la Santé et de la Solidarité, et des Solidarités, Olivier Véran. Pour vous, c'est un petit peu ce soir un ouf de soulagement. Bonsoir Luc et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Ce soir, nous ne sommes pas tendus ni inquiets, mais vigilants. C'est vrai que ça fait maintenant 4 jours. Demain, nous rentrons, pour la plupart d'entre nous. Nous avons les parlementaires, donc le député Lénaïque Adam, le député Gabriel Serville, le sénateur Georges Patient, le sénateur Antoine Karam et le président des maires, David Richer. Donc on a eu un parcours atypique, mais une épopée. 4 ministères, 3 ministres, beaucoup de cabinets entre-temps, des réunions parallèles. Et donc on sort vigilant, on sort motivé et déterminé. Aujourd'hui, il y a des avancées, incontestablement. On va les lister tout à l'heure, Monsieur le Président, mais on va s'arrêter tout de suite sur le sens de cette démarche. On a l'impression que vous venez ici, pardon d'être désagréable, un peu en quémandeur. Ah, ça jamais. Alors, vous avez quand même avec toute votre meute, parce que vous chassez en meute, si je puis me permettre de dire cela, vous l'avez rappelé, vous êtes venu avec parlementaires, présidents, etc., etc. Et vous êtes allé en délégation voir des ministres, alors qu'il y a quelques semaines, la République en majesté venait vous voir en Guyane. Alors pourquoi c'est allé venir? C'est simple. Lorsque le Premier ministre s'est rendu en Guyane accompagné de deux ministres, bien sûr, nous avons apprécié l'honneur qui était fait à la Guyane, on va dire 8 jours après sa nomination. Mais quand il est venu en Guyane, nous avons estimé que c'est l'État qui parlait à l'État. Et que les parlementaires, le président des maires et moi-même, qui avons reçu les collectifs, pour ma part, j'ai fait 8 heures de réunion avec les collectifs, la parole du peuple n'a pas été entendue. Donc on a fait un rapport de force en préfecture pour déposer la motion dans les mains du Premier ministre, lui signifier ce que nous voulions à travers la motion, les cas du Covid, quels sont les moyens mis en place pour endiguer le Covid, les questions économiques, les questions sociales. Et donc on a estimé qu'il fallait remonter à Paris. Et donc ensemble, j'avais donc négocié tous les rendez-vous et j'ai tenu à ouvrir ce panel de conférences pour que on voit une Guyane unie, une Guyane solidaire, et que nous respections la motion que le collectif et d'autres nous avaient soumis, qu'on avait travaillé, qu'on avait traité. Et donc je ne viens pas ici, nous ne venons pas ici en quémandeur. Nous venons ici pour poser les questions, poser les questions d'une république égalitaire, loyale et transparente. Donc, nous voulons un système sanitaire qui s'est révélé totalement fragile et inconséquent dans le cadre de la pandémie. Nous venons accompagner d'une des personnes les plus reconnues dans le milieu hospitalier, qui est un Guyanais, Olivier Hermine, qui est professeur hématologue, qui nous a accompagnés partout. Et on a eu un débat, on va dire, sain, ouvert, très dur. 3 heures de réunion après-midi avec le ministre de la Santé, 2 heures et demie avec le ministère de l'Éducation nationale, 3 heures de réunion à l'université, au ministère de l'Université, et ce matin, facilement encore 3 heures et des poussières avec Monsieur Lecornu. Donc on n'est pas venu en touriste, on n'est pas venu en quémandeur, on est venu dire ce que la Guyane ressent. Et que si on ne nous écoute pas, eh bien la route, comme en mars-avril 2017, va reprendre le dessus. Donc les Guyanais ont des représentants légitimes, donc il appartient à ce que ces représentants parlent au nom de la population. Voilà pour la forme, Monsieur le Président. On va aborder la liste de courses. Tête de la liste de courses, ce qu'on peut considérer comme une obsession chez vous,
Le fameux CHU. Le fameux CHU pour la Guyane. Pourquoi le CHU alors que dans la Caraïbe, il y en a un déjà à la Martinique, un en construction en Guadeloupe. Pourquoi un CHU pour la Guyane? Bon, alors je vois que vous me provoquez. Tout à fait, ça fait partie de mon ADN. On va dire qu'il y a les îles, il y a la Caraïbe et puis il y a l'Amérique du Sud. Tout à fait. Bon, on va y revenir à la fin sur l'Amérique du Sud parce que vous développez une espèce de pensée amazonienne sur laquelle j'aimerais qu'on revienne tout à l'heure. Tout à fait, si vous voulez. Donc nous, aujourd'hui, on vient sur un dossier, tenez-vous bien, qui date depuis 1972. Tout à fait. On avait retenu la date de 1987. On a eu tout récemment un rapport de M. Ouachuk, Dr Ouachuk, président du Conseil général. Il date donc de 1972. Nous sommes venus réclamer justice parce qu'il faut une élévation de l'offre de soins à la population guyanaise. On est venu demander justice parce qu'il y a des universitaires, des professeurs, qui produisent des contributions scientifiques sur les pandémies de la Guyane, sur la parasitologie, et également la dermatologie, toutes ces choses-là. Ça veut dire que nous faisons aujourd'hui de la pandémie amazonienne un laboratoire ouvert sur le monde, ouvert sur l'international. Et donc nous produisons plus de contributions scientifiques que la Martinique, que la Guadeloupe, que la Réunion réunie. Donc aujourd'hui, on est à 9 professeurs universitaires. À la fin de l'année, nous serons 11. Et donc, cette question de l'université a été en partie réglée, c'est-à-dire entre les soignants, la formation, l'UFR, aller vers une unité de formation et de recherche. Et maintenant, reste la partie clinique. Donc, avoir des professeurs qui soient des chefs cliniques, des assistants cliniques, de façon à ce que l'un entraîne l'autre. La recherche entraîne également l'élévation, on va dire, de la santé en Guyane, de l'offre de soins en Guyane. Alors, Monsieur le Président, c'est important ce que vous dites. Bravo pour votre lobbying pour le CHU. Je voudrais creuser un petit peu plus ce que vous venez de dire en matière de recherche fondamentale. Votre ambition, c'est vraiment la recherche fondamentale en Guyane. Est-ce que on peut dire que de façon permanente, vous êtes en train de prendre le lead sur la recherche générale et sur la recherche fondamentale en Outre-mer? Non, je ne dirais pas ça. On est plus modeste que ça. Aujourd'hui, peu de gens, et même mes compatriotes, ne savent pas que la CTG et l'Europe, puisque nous sommes autorité de gestion de l'Europe, nous contribuons énormément à la recherche, au financement de la recherche. Et donc aujourd'hui, nous avons dit à tous les ministres, nous voulons participer à l'étude de faisabilité qui va conduire non seulement à tout le pan de l'université, formation au niveau de l'IFSI, formation des professeurs, mise en place de l'enseignement premier, deuxième, troisième degré en termes de facultés de médecine, mais nous voulons également, avec les fonds européens, mettre en place les équipements. Donc on ne vient pas en quémodeur, voyez-vous, on vient avec les moyens conséquents en termes financiers pour rapporter l'élévation de l'offre de soins au niveau de la population. Et pas seulement sur Cayenne, mais sur Cayenne, sur Kourou, sur Saint-Laurent, voire sur Maripasoula et sur Saint-Georges. Ouvrir une diagonale, tout à fait. Et donc, on a obtenu aujourd'hui des 3 ministres la mise en place immédiate d'une mission pluridisciplinaire qui viendra en Guyane et à partir du début de septembre. Nous avons obtenu également que nous soyons là, à Paris, pour rencontrer ces missionnaires avant, de façon à ce que le cahier des charges soit bien certifié par les 2 partenaires et par les acteurs du monde hospitalier. Et nous avons obtenu que le rendu de la mission soit fait à la mi-décembre pour que parallèlement à cela, l'appel à manifestation d'intérêt, donc cette espèce d'appel à candidature, puisse permettre maintenant de créer l'attractivité et de clôturer déjà la partie universitaire pour aller maintenant vers la partie clinique. Donc c'est pourquoi je vous dis, il y a une avancée. Maintenant, il faut que dans le UCHU, notamment dans le CH, on puisse maintenant permettre à des professeurs, à des chefs cliniques et autres de venir en Guyane, tout ce qui est neurologie, réanimation, etc., dermatologie ou autre, puisse monter et en même temps permettre à la population de se réconcilier. Ce n'était pas suffisant. Et donc là, on a, on va dire, M. Hermine, qui est un virologue, hermatologue, qui connaît le métier, reconnu. Donc en peu de temps, on va trouver des professeurs qui vont venir, qui peuvent s'installer en Guyane, qui vont former d'autres pour que véritablement il y ait une ressource, une pépinière en matière de soins, en matière de recherche et en matière de formation. Donc on reste vigilant. On reste vigilant. Et donc nous allons nous retrouver encore à la fin du mois d'août
avec tous ces ministres, et on va assister au départ de la mission qui aura ce rôle d'audit, ce rôle d'évaluation pour qu'on aille vers les secteurs qui puissent conduire un CHU digne de la Guyane, digne de l'Amérique du Sud, avec cette donne particulière que toutes les pandémies amazoniennes sont en Guyane. C'est-à-dire que ce soit le paludisme, la FIFQ, le chikungunya, etc., sont en Guyane. Et nous avons déjà des professeurs reconnus qui travaillent sur cette recherche fondamentale dont vous parlez pour que nous puissions maintenant arriver à une reconnaissance, on va dire, internationale et mondiale au niveau de la Guyane. J'insiste là-dessus, ce n'est pas un coup de cœur, c'est vraiment une véritable stratégie que vous avez creusée depuis longtemps et que vous mettez en place pas à pas. Est-ce que vous pourriez énoncer quelques chiffres? Les repères, c'est que, par exemple, tout ce qui est dermatologie, tout ce qui est infectiologie, tout ce qui est lié au caractère de parasitologie, nous le maîtrisons. C'est-à-dire que nos chercheurs, on a même un chercheur, dont je tairai le nom, qui, à 3 reprises, a refusé son poste de professeur à Paris pour rester en Guyane. Les chercheurs qui sont en Guyane ont 15 à 30 ans de présence en Guyane. Et ils aiment le territoire, les enfants sont nés en Guyane, et en fait maintenant le rôle est de décomplexer la recherche guyanaise, de démontrer ce que nous faisons, qui est lu à Boston, en Australie, au Japon, et donc de permettre maintenant aux jeunes dans les universités de suivre cette tendance, de suivre ce courant, et d'apporter nos contributions sur les grandes maladies d'infectiologie et autres. Voilà pour la santé. On va y revenir. On peut dire que votre stratégie était quand même une stratégie de séduction vis-à-vis de vos interlocuteurs parisiens. Comment ils l'ont perçu? Comme une agression, comme une... Il y a eu vraiment un vrai dialogue entre vous? Écoutez, quand vous faites une délégation avec autant de personnes, parfois de forces différentes, de tendances différentes, on n'est pas là pour séduire. Et on a mis la pression, les rapports étaient difficiles, on leur a dit que cette fois-ci, si la rue devait prendre le pas, on ne serait pas en face des manifestants, mais on serait avec eux. En 2017, nous étions avec les manifestants, mais au bout d'un moment, on nous a exclus. Là, la population veut qu'on travaille ensemble. Donc nous ne sommes pas venus pour séduire, nous sommes venus apporter des dossiers techniques, avec des références, avec des financements. Prenons un cas très simple. Comment peut-on empêcher les Guyanais d'avoir un CHU quand, en 2022, nous aurons un bâtiment de recherche et d'innovation installé sur le campus, pour lequel la CTG et l'Europe ont mis 3,5 millions et pour lequel l'État a mis 2,5 millions. Comment peut-on? Donc, vous voyez, c'est incongru. Il y a un dysfonctionnement non parallèle au niveau de la pensée. Et donc, aujourd'hui, c'est quasiment une exigence, une dignité, une reconnaissance pour élever l'offre de soins au niveau de la Guyane. Et quand je dis Guyane, ce n'est pas que nous. C'est d'aller sur l'Amérique du Sud, de façon à pouvoir demain établir des contacts avec le Venezuela, avec le Brésil, la Colombie, etc. Puisque je vous dis que les plus grands chercheurs japonais, vénézuéliens, australiens viennent en Guyane pour pouvoir étudier nos pandémies avec nos chercheurs. Monsieur le Président, juste, ce n'est pas un détail, puisque ça touche plus de 7000 personnes, les cas de recensés de Covid-19. Vous avez quand même tenu tête à l'ensemble, pas des élus seulement, mais même au niveau du préfet, sur la fermeture des écoles. Il y a quelques semaines, vous avez gagné, vous avez eu raison alors. J'estime que nous avons sauvé des vies. J'estime que nous avons régulé la prolifération de la pandémie. Il fallait le faire. L'Assemblée, toutes tendances confondues, a voté une délibération en Assemblée. Et aujourd'hui, nous travaillons, puisqu'il y a eu une réunion avec M. Blanquer et le recteur, nous travaillons pour l'ouverture. Qu'est-ce que ça a donné? Savamment, patiemment. Eh bien, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que nous avons une volonté concomitante de mettre en place l'ouverture des lycées et des collèges. Je parle pour ma part. Monsieur le président des maires a parlé pour les écoles, donc pour les maires. Nous achetons du matériel, nous formons le personnel, nous allons le former, nous assurons les dépistages, nous mettons les mesures barrières en place et il restera maintenant à travailler sur les transports de façon à ne toujours maintenir les mesures barrières et assurer une rentrée digne de ce nom, quitte à aller par phase, quitte à aller par transition, quitte à aller au minima, mais 5 mois de fermeture des lycées, des collèges, des écoles, c'est quand même relativement grave pour la pédagogie, pour l'éducation de nos enfants. Nous aimons l'école, nous voulons que nos enfants soient éduqués, mais on a évité le pire.
Est-ce qu'on peut dire que la CTG, quand même, s'est impliquée beaucoup sur le plan social, sur le plan de la distribution alimentaire, sur l'économie, même problème de ravitaillement en hélicoptère un peu partout. Vous pouvez nous en toucher 2 mots? Écoutez, la collectivité a assumé au-delà de ses compétences. Nous avons, j'ose employer un mot, forcé l'ARS à signer une convention avec le CHAR, avec le CNRS pour massifier les dépistages. Nous avons introduit les TROD, qui sont des détections rapides, notamment sur le fleuve. Nous avons assuré tout de suite le ravitaillement de nos compatriotes et concitoyens amérindiens bushinengués par des rondes d'hélicoptères, de pirogues pour l'alimentation, puisque les frontières étant fermées, l'économie informelle avait quasiment disparu. Donc pour éviter une pénurie, on a donc monté de la nourriture, monté des aliments pour nos populations. L'État est venu après nous avec le SAMU social. Nous avons également mis en place des disponibilités sur des lycées, des collèges, de façon à accueillir les personnes qui étaient touchées par le Covid. Nous avons facilité les infirmières de la CTG sur une disponibilité, une mobilisation auprès donc, des hôpitaux. Bref, on a fait énormément de choses. On a rapatrié plus de 500 jeunes étudiants de toute la France, voire même au Canada. Ça a un coût. On a financé des étudiants parce qu'il n'y avait plus les jobs de vacances, etc. On les a financés en dehors de leur bourse naturelle, les moyens de subsister, etc. On ne va pas s'en glorifier, mais nous avons démontré que nous voulions assumer nos responsabilités dans le cadre du Covid, sauver la population, sauver des vies. Et la meilleure des choses, et je remercie tous les chercheurs, tous les médecins qui m'ont accompagné, nous avons créé un comité scientifique autour de la collectivité, sans vouloir faire de concurrence avec le comité scientifique de l'État, mais nous répondions point par point, chaque semaine, et je peux vous garantir que la population suivait les recommandations que nous avons faites. On a été les premiers donc, à faire les dépistages, à mettre en place les drive-in dans les communes, etc., mais surtout à expliquer la montée de la pandémie vers un plateau, et non pas un pic brutal. Et là, aujourd'hui, je rentre à Cayenne avec le comité pour discuter. Est-ce qu'éventuellement on peut certifier que la décrue est annoncée? Donc là, les chercheurs, parce que dans ce comité, il y a l'Institut Pasteur, il y a le CNRS, et puis il y a des médecins qui sont reconnus comme Dr Loupec, Dr Plénet, Dr Ouachuk, Dr Burin, qui sont à nos côtés et qui travaillent avec nous. Et ma collègue, Madame Léo. Cela veut dire, Monsieur le Président, qu'une fois terminée votre mission ici, quand vous allez atterrir en Guyane, il y a encore du boulot à faire. Vous allez atterrir de façon un petit peu rude, et notamment sur le plan social, on a l'impression qu'il y a une espèce de convergence de lutte qui réapparaît comme en 2017. Qu'est-ce que vous pensez faire pour faire baisser la fièvre? Eh bien, on va d'abord rencontrer les collectifs pour faire un débriefing de la mission. On va leur expliquer au niveau social tous les chantiers qui ne sont pas en termes de clignotants, mais qui sont déjà lancés. On est aux gros œuvres, les lycées, les collèges, les routes, les pistes d'atterrissage. C'est qu'actuellement, quand nous parlons, la CTG représente pratiquement 200 millions de crédits de paiement en termes d'investissement lourd. Maintenant, on a lancé des dispositifs de soutien à l'économie. C'est plus de 21 millions que nous avons mis avec les EPCI sur le volet 1, le volet 2, donc les très petites entreprises, les PME, 5 000 euros, 10 000 euros, jusqu'à 50 000, où là, nous sortons un troisième dispositif avec la BPI et les fonds européens, puisqu'on a réussi à obtenir des fonds sur le Covid par l'Europe. Donc, c'est près de 8 millions qui vont être injectés dans l'économie. Et là, je pars avec une proposition faite par le ministre, M. Lecornu, lancer un volet, le volet 3, pour la restauration, l'hôtellerie, et l'État va participer également donc à ce volet de façon à répondre aux angoisses, aux difficultés en termes de chiffre d'affaires des entreprises. Il ne me reste plus que la partie des agriculteurs, où là on a un autre fonds européen, le FEADER, qui va mettre environ 3 millions sur les 670 agriculteurs qui ont pu faire une déclaration surfacique, parce que là, on n'a pas droit à l'erreur, c'est l'Europe qui va financer. Donc l'Europe ne peut financer que sur les opérations qu'elle-même a mises en place. Et puis, si vous permettez, un dernier point, les pêcheurs, où là, on a mis en place plus de 4 millions déjà ventilés pour les armateurs, les transformateurs
usiniers au niveau de la pêche. Vous êtes un homme de chiffres, Président, parce qu'effectivement, vous les alignez. J'ai l'impression que la Guyane joue un rôle très très important en couple avec l'Europe en matière de chiffres. Eh bien, aujourd'hui, on n'aurait pas eu l'Europe, qu'on serait déjà mort. Parce qu'on connaît la croissance de l'État. Prenez un cas très simple dans le budget de la CTG. La dotation de l'État, c'est 133 millions. La dotation État-Europe, c'est 125 millions. Par contre, si vous prenez les fonds structurels au niveau de l'Europe, c'est 600 millions qui sont, on va dire, divisés sur 5 ans. Et donc aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure aux sénateurs Antoine Karam et Georges Patient, il n'y a pas un équipement qui est réalisé en Guyane, les routes, les écoles, les lycées, l'adduction d'eau potable, d'assainissement, l'éclairage. Il n'y a pas un point sur lequel l'Europe n'intervient pas, au moins à 70%. Donc l'Europe est indispensable à nos territoires, régions ultra-périphériques. Et vendredi, j'étais donc à Paris avec tous mes collègues des régions de France. On a obtenu une belle avancée, Martinique, Guadeloupe, Guyane, même si parfois on n'est pas très d'accord. On va rehausser le taux de financement de l'Europe à 40 € par habitant, c'était 30 € avant. On va obtenir le cofinancement des opérations à 85%, dans le cadre de la coopération à 80%. Et puis surtout, on a obtenu donc une fongibilité au niveau du FEDER, du FSE, sur des opérations les plus diverses. Et donc la Guyane va bénéficier de 70 millions supplémentaires. Et donc on se bat maintenant pour 2 mesures qui vont apparaître tout de suite. Le REAC-UE, REACT, Union européenne, et puis la mesure 21, sur laquelle d'ailleurs on peut ouvrir un panel pour le fameux CHU. C'est parfait, Monsieur le Président, je suis impressionné, mais je suis impressionné par cette cascade de chiffres. Ah non, mais comme je suis là pour vous escagasser, comme on dit pas. Dans le sud de la France, puisque nous avons un Premier ministre qui... Voilà. J'aimerais revenir à cette espèce d'image d'Épinal de la Guyane, l'Eldorado, l'or vert, la forêt vierge, etc., etc., alors que la forêt a toujours été traversée depuis toujours, et notamment par les Amérindiens. Un petit parallèle avec sur le plan économique. Tout cela rapporte quoi à la Guyane, puisque le génome est l'objet de bagarres avec ceux qui l'exploitent, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire, comme dirait Georges Marchais, le gros capital. Qu'est-ce que la Guyane va gagner dans tout ça, dans cette espèce de truc de fausse biodiversité? C'est pas faux, la biodiversité. D'abord, il faut respecter l'environnement, donc chacun a sa tendance sur l'exploitation de la biodiversité. J'ai ma collègue, Madame Sirder, qui est première vice-présidente, qui a, avant la loi, a créé au sein de la région le comité de biodiversité, qui maintenant est devenu un comité partagé avec l'État. Il y a une loi qui est sortie, mais on l'avait faite avant la publication de la loi. Aujourd'hui, tout ce qu'on appelle la protection des molécules, etc., des ressources de biodiversité sont mises en place au fur et à mesure, les fameux APA. Et tout à l'heure, on parlait du kwashi, etc., de toutes ces plantes. Eh bien, le but sera maintenant qu'elles soient gérées par la collectivité, qu'elles soient remises, qu'elles soient gérées par la collectivité avec une légère part au niveau de l'État et qu'elles reviennent aux peuples autochtones, aux peuples qui en sont possesseurs en termes de savoir-faire et de transition mémorielle. Et ça avance progressivement. Et donc, pour nous, je n'ai pas de doute, nous sommes un territoire amazonien. Donc il faut aujourd'hui, sur nos ressources potentielles endogènes, la pêche, le bois, la biodiversité et peut-être les mines, mais il faudra qu'on discute, qu'on voit les modalités, etc., que nous puissions apporter une nouvelle locomotive à la base spatiale. La Guyane ne peut plus se contenter que de la base spatiale, 15% du produit intérieur brut, et ne pas regarder ailleurs. Prenons par exemple un cas, le CHU peut être la deuxième locomotive économique de la Guyane. Donc tous ces points-là, il faut de l'apaisement, il faut de la discussion, il faut une vraie démocratie participative et je ne vais pas fuir le débat parce que je vois très bien où vous allez en venir. Nous poserons la question du statut. Donc on ira vers une évolution également du statut. Vous l'avez déjà posé, Monsieur le Président. J'allais dire génétiquement, vous êtes dans cet espace puisque d'ailleurs votre lignée, si je puis dire, est une lignée amazonienne. La Guyane n'est pas qu'un territoire français pour vous. Vous héritez d'une histoire, et vous l'avez dit tout à l'heure, le territoire amazonien.
C'est-à-dire qu'on est déjà dans le statut. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec l'histoire du statut qui vous arrive en permanence en boomerang? Eh bien, écoutez. Il y a en janvier, vous avez fait ce fameux congrès, vous avez dit on va se retrouver dans 6 mois. Oui, ben, il y a eu le Covid, etc., etc. Oui. Alors, c'est quoi ça? Alors, quand je rentre, oui. Il y a une commission qui va se réunir. C'est une exclue que vous nous donnez, comme dirait. Un scoop, voilà, un exclu. Parfait. Une commission va se réunir et donc va retenir les juristes qui vont nous accompagner sur l'évolution statutaire. Donc, si c'est fait jeudi, le courrier part au plus tard vendredi, et tous les partenaires de ce grand débat vont recevoir un courrier qui leur dit voilà l'entreprise qui a été retenue et qui va nous accompagner sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan social. Donc, il ne restera plus qu'à maintenant mettre en place les premières réunions de stratégie pour qu'on aille vers un congrès. Moi, je suis direct avec vous. On n'a jamais fui un congrès, malgré un agenda démentiel, excessivement lourd pour moi comme pour mes collègues. Et puis, une façon d'agglomérer les contraires. De toute façon, oui, mais il va y avoir ce congrès. Donc, il faut qu'on regarde entre la rentrée scolaire et la tenue de ce congrès. Mais ce qui est essentiel, c'est que maintenant, il faut qu'on se parle entre Guyanais là, et qu'on discute. Nous, on n'est pas contre un sui generis. Maintenant, il faut définir le sui generis. La dernière fois, nous avons démontré qu'il fallait maintenir la Guyane dans le cadre des régions ultra-périphériques, notamment sur l'article 349. Comme je viens de vous dire, c'est plus de 600 millions. La deuxième, maintenant, c'est voir comment on mettra en place la gouvernance. Est-ce qu'elle restera monocéphale, bicéphale? Voir comment puissent être mis en place, on va dire, les circonscriptions que nous avons voulu à l'époque. Moi, j'estime, en toute modestie, que ma majorité, en 2010, quand elle a fait voter par le gouvernement le principe des circonscriptions, ça a été un pas de l'histoire. Parce que tous les bassins de vie en Guyane, vous l'avez dit, la diversité, la multiculturalité, le patchwork de la Guyane s'exprime aujourd'hui. C'est pas que le littoral, c'est pas que Cayenne. Et donc, il y a un basculement entre les deux. Tout à fait, démographique, etc. Donc tout à fait. Donc pour moi c'est simple. Nous irons. Ensuite on va voter, on va transmettre au gouvernement. Le gouvernement n'aura plus qu'à appliquer. Est-ce que l'arrière-pensée, ce n'est pas de créer une, même si on n'aime pas ça, une troisième voie statutaire? On a l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, ce sera probablement pas ça, mais quelque chose qui ressemble un petit peu... Un peu à la Polynésie, avec des adaptations, mais c'est pas la peine de le dire maintenant. Mais avec en toile de fond, cette identité amazonienne qu'on voit qui est fondamentale, de plus en plus, qui est fondamentale en Polynésie. Comme on le voit en Nouvelle-Calédonie, comme on le voit à Wallis, une espèce d'identité océanienne. Tout à fait. Nous avons une identité amazonienne que nous avons mis en place. Je vous rappelle que c'est la région à l'époque qui a fait la reconnaissance des peuples autochtones comme peuple premier de la Guyane. C'est elle qui a mis en place les premières rencontres des peuples autochtones. Aujourd'hui, elle transmet aux peuples amérindiens le choix d'organiser eux-mêmes ce jour que nous avons décidé comme jour férié au niveau de la Guyane. Et donc, à partir de la racine amérindienne, la racine créole, tous les peuples qui sont venus se retrouver sur ce territoire exceptionnel, aujourd'hui on est capable, et on le fait, d'avoir notre identité spécifiquement amazonienne, américaine, avec ses relents au niveau de l'Europe, au niveau de la France. Et donc, nous sommes, on va dire, pour prendre une phrase de M. Glissant, nous sommes le tout le monde. Parfait, Monsieur Glissant. Alors, est-ce que vous n'êtes pas, dans ce cas-là, en train de jouer avec le feu? Parce que, est-ce que la Guyane n'est pas en train de se fractionner dans une espèce de quête des origines que vous venez d'évoquer? Il faudra travailler. Il faudra travailler pour endiguer. Ça, vous ne le ferez pas? Non, ça ne le ferait pas, parce que... Rassembler les contraires, ça vous connaît. Tout peuple émergent est passé par là. Donc, il faut éviter les fractures. Il faut éviter le dos à dos. Il faut mettre en place une politique qui soit un miroir, qui soit un élément de base, de référence, de captation de nos diversités pour que chacun se respecte en parlant de l'autre avec un A majuscule dans ses potentialités, dans ses origines, à travers le territoire. Tous les peuples qui sont en Guyane ont contribué à former ce territoire. Donc c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est la reconnaissance des élections, leur légitimité qui permettra à chacun de pouvoir s'exprimer et de défendre l'horizon. Moi je défends l'horizon de la Guyane dans son territoire, son terroir amazonien. Merci, Monsieur le Président. Mais justement pour la route, pour la fin,
pour terminer, quel message voulez-vous passer à vos compatriotes guyanais? Quels enjeux percevez-vous dans cette période un peu crispée, une fois le volet prioritaire de la crise sanitaire traité pour le second semestre 2020? C'est très simple. Nous travaillons en ce moment sur l'après-Covid, la formation, l'éducation, mettre en place les bassins d'apprentissage, mettre en place les écoles de formation, ça c'est pour la jeunesse, mettre en place cette recherche du talent, de l'excellence, et surtout relancer maintenant le monde économique. Le monde économique, contrairement à chez vous, Martinique, Guadeloupe, a énormément souffert. Du monde, oui, non mais qu'importe. Non mais je veux dire que nous... Je suis fier d'être martiniquais, oui, mais je suis citoyen du non monde. mais je veux dire que chez nous, entre les confinements, les semi-confinements, les couvre-feux, entreprises guyanaises, les TPE, sont arrivées à un point, on va dire, excessivement compliqué et difficile. L'aide que nous faisons, j'ose le dire, c'est une goutte d'eau. Donc maintenant, il faut structurer, il faut s'organiser, il faut lancer la commande publique pour que chacun puisse se retrouver et qu'on puisse pourvoir à l'emploi et redévelopper le chiffre d'affaires de l'entreprise. Il ne peut pas y avoir de développement politique, développement culturel, si l'entreprise n'accompagne pas cette évolution au niveau du territoire. Et ça, il faut éveiller pour que chacun puisse se retrouver dans sa diversité, sa richesse culturelle et également son territoire. Parce qu'aujourd'hui, en Guyane, on a une donne, contrairement aux autres territoires de l'outre-mer, c'est qu'aujourd'hui, il faut maintenant que nos compatriotes, concitoyens amérindiens, bushinengués et autres, de l'intérieur, puissent voir également l'évolution chez eux. C'est pourquoi nous ferons une route Papaïchton-Maripasoula. Nous allons reprendre la piste d'atterrissage de Maripasoula. Nous lançons un lycée à Maripasoula, un lycée à Saint-Georges, c'est du jamais vu. Donc ceci va donner à tout un chacun les moyens de réussir une respiration, un souffle nouveau pour bâtir ce territoire. Ce que moi je veux, c'est cette jeunesse qui soit talentueuse, qui soit capable de se battre pour grandir la Guyane et apporter la force que nous avons au niveau du territoire. Et je suis persuadé qu'on va réussir. Merci, Monsieur le Président. C'est moi. Bonne route, bon atterrissage. C'est moi. Merci d'être resté si beaucoup. longtemps à Outre-mer 360. Merci. Encore, à très Monsieur le bientôt. Président. Merci. Monsieur Laventure.